Euh, je m'appelle François Essinger, je suis médecin interniste et membre du comité d'éthique de l'INSERM. J'ai été désigné pour être modérateur de cette session. Nous avons déjà 25 minutes de retard. Je vais tout de suite passer la parole à Léo Coutelet, qui est chercheur en épistémologie. Je vais lire le document que j'ai sous les yeux et qui travaille donc à l'espace de réflexion de l'Île-de-France et dans le laboratoire d'East-Alts. Si vous pouviez récupérer 2 minutes 30, ça sera pas mal. Et après, on gérera au fur et à mesure. Et bien voilà, ça commence. La journée accélérée. On va être en plein dans le thème. Alors, telle est la question précisément de mon propos. Merci d'abord pour l'invitation. Merci pour l'organisation de cette journée qui s'annonce passionnante. Et donc, moi, je vais essayer d'aborder le thème de la journée selon un angle un peu particulier. C'est qu'avant de parler d'éthique biomédicale, moi, je vais parler d'éthique tout simplement. Et puis, je ne vais pas parler vraiment du monde connecté, mais de la technique, de façon générale. Donc ça va être un exposé assez général sur les liens entre l'éthique et la technique. Et précisément, ce que je questionne, c'est la possibilité même d'une éthique à l'ère de ce que l'on appelle, avec d'autres, l'accélération technique, que je qualifierais. Mais avant ça, ce que je voudrais dire, c'est que l'éthique, elle a quelque chose à voir avec ce que Platon appelait le kéros, le moment opportun, et avec ce que Aristote appelait la juste mesure. Ce que je voudrais dire, c'est que si l'éthique a à s'occuper de valeurs, de finalités et de conséquences, évidemment, ça c'est ses prérogatives minimales, pourrait-on dire, c'est de s'occuper des valeurs, des finalités et des conséquences, de questionner valeurs, finalités et conséquences de nos actions. L'éthique, elle a aussi quelque chose à voir avec la question du rythme, du tempo, la question finalement de la proportion. Et si finalité, valeurs et conséquences forment la matrice intellectuelle, cognitive de l'éthique, je dirais que la question de la mesure, la question de la proportion, la question du rythme en forment la matrice sensorielle. Et ce que j'aimerais questionner, c'est cette possibilité d'une éthique pleine, d'une éthique entière, c'est-à-dire à la fois cognitive et sensorielle, c'est-à-dire à la fois jouant sur les valeurs, les finalités, les conséquences, mais aussi étant sensible à ce qui fait une existence, c'est-à-dire la question du rythme, de la mesure, du tempo, la possibilité d'une telle éthique à l'ère de l'accélération technique. Alors, ces intentions étant exposées, j'ai 2 objectifs qui, en 25 minutes, vont être difficiles à atteindre. Mais je vais quand même essayer d'être le plus clair possible. Le premier, c'est de confronter l'exercice du questionnement éthique au contexte particulier qui est celui du développement des sciences et des techniques contemporaines, dont j'attribue, avec d'autres philosophes, un trait particulier. Il en a plein d'autres, mais un trait particulier qui est celui d'être un système d'accélération continue. Voilà, un système qui est pris dans un mouvement d'accélération. Donc, dans un premier temps, ce que je ferai, c'est identifier les points de crispation. Certains parlent de disruption, Bernard Stiegler par exemple. Mais moi, je parle de points de crispation entre éthique et technique au sein de ce phénomène temporel de l'accélération. Dans un deuxième temps, partant de ce constat d'une relation problématique, mais vraiment problématique, et j'insisterai là-dessus, entre éthique et technique à l'ère de l'accélération, essayer d'exposer 3 voies possibles qui s'offrent à nous aujourd'hui pour essayer de réconcilier éthique et technique dans ce contexte-là. Ces 3 voies, je les expose. La première, c'est ce qu'on appelle l'accélérationnisme. C'est une voie qui est assez défendue aujourd'hui. Je la qualifierai de différentes façons. La voie inverse ou symétrique, pourrait-on dire, qui sont celles des mouvements décélérationnistes, qui prônent, eux, plutôt le ralentissement de la technique. Et puis une troisième voie qui s'ouvre, que j'appelle la voie de la chronodiversité, qui est plutôt la voie éthique, en tout cas la voie d'une éthique de la mesure, de la proportion. C'est celle que je défends particulièrement.
Alors, bon, voilà un peu le programme, hein, mais ça va être difficile de le tenir, évidemment. Déjà, l'accélération. Donc, peut-être un point de précision que vous avez tous à l'esprit, mais il n'est pas inutile de le rappeler. L'accélération, ce n'est pas la vitesse. Évidemment, nous pouvons accélérer sans aller vite. Cela dépend du référentiel de départ et des normes temporelles que l'on se fixe au sein d'une société, au sein d'une communauté, sur ce que veut dire aller vite. Si vous rentrez dans une autoroute à 5 km/h et que péniblement vous arriviez après quelques mètres à 20 km/h parce que votre voiture a une panne, personne n'osera dire que vous allez vite. Pourtant, vous avez considérablement accéléré, passant de 5 à 20 km/h. Ainsi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'accélération, ce n'est pas un état, c'est un processus. C'est un processus, et s'il y a des gens qui sont lents, des systèmes qui sont lents, des institutions qui sont considérées comme lentes, c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont rapides. C'est parce qu'il y en a d'autres qui vont plus vite. Si vous avez des lents, c'est toujours parce que vous avez des rapides. Donc ici, il y a une question de processus, de différentiel de vitesse à prendre en compte lorsque l'on parle de la vitesse. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que, précisément, historiquement aussi, l'éthique, et notamment celle de Jonas, s'est logée dans cette question d'un différentiel de vitesse, précisément entre la vitesse de la technique et ses effets, ou entre la vitesse de la technique et la possibilité de comprendre ses conséquences ou d'appréhender ses conséquences. Donc l'accélération, si vous voulez, va exacerber en quelque sorte ce problème de différentiel de vitesse. Donc pour suivre un auteur, un philosophe allemand qui a beaucoup travaillé là-dessus, Hartmut Rosa, dans lequel je m'inscris aujourd'hui en tout cas dans mon propos, le problème c'est pas d'aller vite, le problème c'est de faire de l'accélération une norme. C'est ce que Hartmut Rosa appelle la force temporelle normative de la modernité tardive, et qui pour lui est cette force temporelle normative de la modernité tardive qui est la force d'accélération. Et le propre de cette force temporelle, c'est d'être une norme, donc d'être normatif et d'être silencieuse. Ce qui fait le propre pour Rosa de l'accélération dans nos sociétés de modernité tardive, c'est que l'accélération ne se dit pas, ne se pense pas, et donc cette accélération ne se critique pas. L'accélération pour Rosa a tous les attributs d'une force totalitaire. Totalitaire dans le sens où l'accélération est un pouvoir qui exerce une pression sur les volontés et les actions des sujets. C'est une force à laquelle on ne peut échapper, c'est-à-dire qu'il affecte tous les sujets, quels qu'ils soient. C'est une force qui est omniprésente, c'est-à-dire qu'elle n'influence pas simplement les sciences et les techniques, elle n'influence pas simplement nos rythmes de vie, nos façons de se parler, nos façons de marcher, elle influence tous les domaines de notre existence. Et donc, quatrième caractéristique de ce qui fait d'un pouvoir une force totalitaire, c'est qu'il est presque difficile, il est très difficile, voire impossible à critiquer et à combattre. Donc, dans ce contexte-là, on considère avec Rosa que l'accélération, c'est le régime temporel dominant de l'innovation technique, c'est la force d'entraînement, c'est la force d'engrenage actuellement qui met en mouvement nos institutions, nos pensées, nos actions. Et d'ailleurs, il y a si vous voulez, un symptôme pour qualifier ça. C'est ce que l'on appelle la rhétorique du retard. Et là, il y a des études qui ont été faites par des sociologues, notamment à partir des années 70, quand il y avait encore des plans, pour montrer que le retard fait partie d'une rhétorique institutionnelle pour continuer à accélérer. C'est-à-dire que nous sommes toujours en retard sur quelque chose. Et donc, si on est en retard, eh bien forcément, il sait qu'il y a un différentiel de vitesse entre nous et d'autres, et donc c'est une justification pour accélérer. Donc, une analyse sémiotique, une analyse sémantique, une analyse conceptuelle des discours institutionnels nous permettent de repérer que le mot retard, ou son champ sémantique, est omniprésent, et que c'est une des façons de voir que cette force de l'accélération est la norme principale aujourd'hui d'un point de vue temporel pour le développement scientifique et technique. Donc je dirais que Rosa a fait une analyse certes un peu radicale,
peut-être un peu partial, mais qu'il n'a pas complètement tort, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là actuellement, que l'on constate tous à différentes échelles. Alors ce qui est plus intéressant, c'est de voir où se situe précisément l'enjeu ici éthique, l'enjeu même presque philosophique. Rosa dit que le problème il vient du fait qu'il y a dans cette norme silencieuse de l'accélération des pathologies qui se créent, des risques qui sont nouveaux, qui sont des risques de désynchronisation au niveau des interfaces. Et c'est ce thème de la désynchronisation que je voudrais illustrer à propos de la relation entre éthique et technique. C'est-à-dire que l'accélération crée finalement des processus de décrochage, de désynchronisation, et qui sont, pour Hartmut Rosa, les éléments, la cause majeure des 4 grandes crises que nous vivons: crise écologique, crise démocratique, crise financière, crise psychologique, anthropologique, et il qualifie par exemple la crise écologique comme une désynchronisation entre nos capacités entre notre puissance à puiser les ressources naturelles et les temporalités du renouvellement de ces ressources naturelles. Donc c'est cette désynchronisation finalement dans l'emprise que l'on a sur les ressources. Par exemple, la crise anthropologique ou psychologique qui est très bien illustrée par la multiplication des burn-out, qui est aussi une désynchronisation entre un rythme imposé au travail, et une capacité intellectuelle ou une capacité cognitive à accueillir ce rythme et finalement à y résister par le décrochage. Donc voilà, il y a quelque chose comme une grille de lecture de la désynchronisation qui pourrait nous aider à penser la société. Alors moi je l'aborde de cette façon-là. J'identifie 3 points de crispation qui vont faire en sorte que le lien entre éthique et technique est impossible, quasiment impossible aujourd'hui. Ou en tout cas que les fondements même d'une réflexion éthique sont mis à mal par ces 3 points de crispation. C'est la question du sens, c'est la question du pouvoir d'agir et c'est la question de la démocratie. La question du sens. Ici, la disruption, la crispation, la désynchronisation que j'identifie, c'est ce que j'appelle le gap interprétatif. Alors le gap interprétatif, c'est le grand défi des scientifiques, d'essayer de le réduire. Gap interprétatif, c'est-à-dire gap entre la puissance, disons computationnelle, mais disons la puissance du système technique, et pensons ici au big data par exemple, la puissance de collecte, la puissance de stockage, et notre puissance interprétative. La puissance interprétative, c'est-à-dire la robustesse de nos systèmes statistiques, notre capacité à faire en sorte que l'agrégation ne soit pas simplement une juxtaposition, mais une construction de connaissances, tout ce qui va faire en sorte que l'on puisse mettre un sens à des données, à des actions d'une machine ou d'un système technique, c'est-à-dire tout ce qu'on va symboliser, toutes les représentations que l'on va pouvoir construire sur l'objet technique, toute cette puissance interprétative qui fait qu'il y a un sens donné, à un moment donné, à l'entreprise de création d'objets ou de systèmes dans nos sociétés. Donc, si vous voulez, là, il y a un point fondamental. L'accélération, technique, si vous voulez, à mon sens, en tout cas pour le moment, elle approfondit ce gap. Elle approfondit ce gap interprétatif. Et donc, finalement, l'éthique ici, comme entreprise de signification, comme entreprise de sens, est mise à mal par cette impossibilité, finalement, à rattraper une accélération technique toujours plus puissante. Et donc, le sens, finalement, que l'éthique va donner dans ce contexte-là, va être un sens pauvre. Un sens qui va se résumer aux commentaires et ou au jugement a posteriori d'une technique ou d'une autre. Alors que, et là je vais aborder Simondon maintenant dans ce deuxième point, mais alors qu'on sait très bien, et Simondon l'avait très bien montré, que l'éthique peut être une dimension cognitive de la construction des objets techniques, et doit l'être. C'est-à-dire qu'on doit considérer l'éthique comme une dimension à part entière des objets techniques. Précisément, c'est la deuxième désynchronisation que j'identifie, due à l'accélération technique, c'est une désynchronisation entre génération technique et culture technique.
Ici, c'est la question du pouvoir d'agir sur la technique, ou du pouvoir d'agir avec la technique, qui se pose. C'est la question de l'appropriation. L'appropriation dans le sens appropriable et approprié. Ici, je crois qu'il y a aussi un décalage, une désynchronisation forte qui se crée entre vitesse de génération technique et capacité à créer une culture technique, c'est-à-dire un ensemble de connaissances, de savoir-faire, de dispositions qui pourraient nous permettre de maîtriser un minimum le milieu technique. Je ne parle même pas des techniques en tant que telles, mais le milieu technique, c'est-à-dire l'ensemble des possibilités qu'offre, et elles sont énormes, qu'offre la technique. Bernard Stiegler parle, lui, de processus disruptifs, c'est-à-dire un processus technique qui va tellement vite, qui prend de vitesse, littéralement, toute possibilité de socialisation avec la technique, toute possibilité, finalement, de création d'une culture technique. Culture technique indispensable pour un pouvoir d'agir avec et sur la technique, comme vous le savez. On a parlé de culture scientifique, il y a aussi beaucoup d'efforts à faire dans la culture technique. Troisième temps, troisième désynchronisation, me semble-t-il, due à cette accélération technique, c'est une désynchronisation entre temporalité de génération de la technique. Quand on parle de génération technique, c'est l'arrivée finalement toujours d'une nouveauté technique, voilà, et débat public. Bon, là, c'est la question de la démocratie, qui est aussi la question du tempo. La question ici éthique qu'il faudrait se poser, c'est la possibilité même d'une discussion publique, politique, sur le développement technique, sans que cette discussion soit toujours simplement celle de choisir, oui ou non, nous mettons sur le marché cette nouvelle façon d'éditer le génome, oui ou non, il est bien d'utiliser tel ou tel produit. Non, débat public sur les choix en amont, les orientations du milieu technique dans lequel nous voulons vivre. Là aussi, il me semble qu'il y a un défaut, malgré la multiplication des agences et des lieux, il me semble qu'il y a un défaut de synchronisation entre génération technique et débat public. Alors vous voyez qu'ici, l'éthique est fragilisée dans sa capacité à donner du sens, dans sa capacité à produire du pouvoir d'agir, dans sa capacité à accompagner la démocratie, du fait même qu'elle est toujours, en quelque sorte, un peu derrière, un peu en retard, un peu dans une recherche de légitimité qui fait qu'elle a du mal à avoir prise, tout simplement. L'éthique, pour le dire autrement, peine à composer avec l'hubris, avec la démesure. L'éthique peine finalement, sinon à se transformer radicalement, et on va voir que c'est une possibilité, mais sinon l'éthique peine à s'agencer, à se composer avec un système technique qui accélère de façon continue, sinon à perdre effectivement un certain nombre de ses caractéristiques. Donc voilà un peu le tableau, bon, pas très joyeux, de ce que l'on peut identifier comme désynchronisation, qui fait que la relation entre l'éthique et la technique est problématique. Alors à cela, 3 voies de réconciliation sont proposées. La première, l'accélérationnisme, très intéressant. Les accélérationnistes, et notamment à travers leur manifeste accélérationniste de 2013, qui a eu un écho considérable au niveau international, les accélérationnistes disent que le problème n'est pas l'accélération, le problème c'est qu'il y a une bonne et une mauvaise accélération. La mauvaise accélération, c'est celle qui est bridée par le système de pensée dans lequel nous sommes et que les partisans du manifeste accélérationniste qualifient de système capitaliste, c'est-à-dire un système assez étroit, un système assez fermé, avec des règles assez strictes et qui bride véritablement la possibilité technique par une forme de conservatisme des valeurs. Et ils prônent, eux, plutôt la véritable accélération qui, elle, est navigationnelle, c'est-à-dire qui serait un processus expérimental de découverte dans un espace universel de possibilités. Une politique accélérationniste cherche à préserver, si vous voulez, les gains du système technique actuel, pris dans un environnement capitaliste, tout en le poussant bien au-delà de ce que peuvent permettre le système de valeurs dans lequel il est, ainsi que ses structures de gouvernance, pour essayer de soigner ces pathologies, et notamment ces pathologies
de la désynchronisation. Donc il s'agit bien ici de multiplier l'infrastructure technique, et notamment numérique, dans tous les secteurs de notre existence à son comble, le plus rapidement possible, pour faire émerger cette puissance d'émancipation que l'homme attend depuis tellement longtemps du système technique et qu'il n'atteint toujours pas parce que ce système technique ne va pas assez vite, est bridé par des valeurs qui sont encore trop conservatrices ou trop tournées vers le profit, par exemple, ce qui fait que les techniques arrivant sur le marché n'y sont pas pour une question d'usage, de pertinence ou d'émancipation, mais pour des questions plutôt économiques. Donc, si vous voulez, ici, l'accélérationnisme cherche une réconciliation entre éthique et technique par la voie de l'assimilation de l'éthique à l'environnement technique. Pour les accélérationnistes, l'éthique doit devenir, si vous voulez, elle-même technique. L'éthique doit d'ailleurs prendre la forme d'artefacts cognitifs, de machines morales, de robots intelligents, qui seront finalement les accompagnateurs de ce système technique et qui, par justement l'aide de la technique, pourra permettre de l'accompagner aussi vite qu'elle. Donc éthique et technique accélérées finalement en tant qu'éthique et technique réconciliées. Alors face à ça s'ouvre une autre voie qui est celle de la décélération. Les décélérationnistes et notamment le mouvement dans une interprétation assez naïve et superficielle de ce qu'on appelle les mouvements slow. Parce que vous verrez que j'en ai une autre interprétation de ces mouvements. Mais en tout cas, dans leur traduction naïve et superficielle, ici, l'idée, elle est assez simple, c'est de dire que ces désynchronisations, elles peuvent être résolues en ralentissant le processus d'innovation technique. C'est tout simplement parce que nous allons trop vite, parce que nous privilégions la quantité sur la qualité, parce que nous avons trop associé science et croissance, parce que la philosophie implicite de la science est la croissance, etc., que les pathologies de la désynchronisation ruinent les possibilités d'une éthique. Donc ici, le message, il est très clair, c'est ralentissant, faisant décroître sciences et techniques, réduisant véritablement les quantités de publications, les quantités de données, les quantités d'objets techniques créés pour essayer d'avoir une resynchronisation avec une culture technique, un débat public, une entreprise de sens. Donc cette posture, c'est celle de la critique radicale des sciences, qui aujourd'hui a un écho, qui a un auditoire, qui a des auteurs. Et ici, par exemple, Isabelle Stengers, pour n'en citer qu'une, mais qui, effectivement, dans son manifeste pour le ralentissement dans les sciences, un livre qu'elle a publié il y a quelques années, prône effectivement la levée, finalement, de l'emballement, de l'emballement de l'engrenage technique, pour sortir le scientifique de son rôle de somnambule, c'est-à-dire de sortir le scientifique de ce côté aveugle aux conséquences, aveugle aux questions qui le dérangent, aveugle finalement à tout ce qui ne concerne pas le processus scientifique et technique lui-même au sens restreint. Donc ici, si vous voulez, c'est ralentir pour prendre soin de la science et de la technique et pour resynchroniser éthique et technique. Alors la voie décélérationniste, elle a le mérite de poser la question de la transformation des structures et techniques, comme la voie accélérationniste qui cherche aussi à modifier les structures. Mais le problème avec l'accélérationnisme comme avec le décélérationnisme, c'est que tous deux tombent toujours dans le piège finalement d'un pouvoir normatif, d'un pouvoir totalitaire qui engrange finalement toutes les possibilités de l'existence, et donc remplacer une norme de l'accélération par la norme du ralentissement me semble être la même erreur finalement. Donc la troisième voie, qui est peut-être la voie éthique à proprement parler, donc la voie éthique comme réconciliation d'une possibilité de dialogue entre éthique et technique, c'est celle de la chronodiversité. La chronodiversité, d'autres parlent de polychronie, ou il y a d'autres termes qui sont proposés, c'est l'identification et la reconnaissance d'une diversité de rapports au temps, s'exprimant selon une pluralité de phénomènes temporels. Ici, l'idée, c'est de dire que chaque objet, chaque tâche, chaque sujet, chaque institution possède sa propre temporalité
et que cette temporalité est toujours prise au risque d'une standardisation temporelle, que ce soit celle de l'accélération ou celle du ralentissement, dans une expérience de pensée assez improbable, certes, mais qu'on pourrait imaginer. Et donc, si vous voulez, l'idée ici, c'est de dire, la chronodiversité, c'est d'accepter que l'existence de nos institutions, l'existence de nos vies, mais aussi voilà, l'épaisseur de nos actions, c'est une question de rythme, c'est une question de tempo, et que ce rythme et ce tempo est à respecter dans toute sa diversité. Et donc, qu'une tâche, si vous voulez, de l'éthique, c'est de reconnaître cette diversité temporelle, c'est de promouvoir cette démocratie temporelle, et c'est de lutter contre toutes les formes toutes les formes normatives, toutes les formes de pouvoir qui chercheraient à standardiser, si vous voulez, cette faculté-là, cette faculté à penser la rythmicité. Et donc là, nous revenons, si vous voulez, à des fondements assez en philosophie de la technique et en éthique aussi, assez importants, notamment chez Ivan Illich, par exemple, qui, pour lui, appelait l'éthique à se doter d'un principe qui est le principe de proportionnalité. De proportionnalité, c'est-à-dire de retrouver le sens, de retrouver la sensibilité de la proportion. Alors la proportion, pour Illich, c'était deux choses. C'est la proportion entre les moyens et les fins, c'est-à-dire qu'ici, il faut s'empêcher le déchaînement technique pour remplir des tâches frivoles, disait-il, qui pourraient être accomplies autrement que par le tropisme technologique ou l'emballement technique qui dépense de l'énergie, qui coûte cher, qui occupe l'esprit, parfois à juste titre, parfois à mauvais escient. Et donc ici, c'est retrouver la proportion entre les moyens et les fins. Mais la proportion, c'est aussi la proportion entre les fins poursuivies, et c'est là où la question elle est fondamentalement éthique, c'est discussion sur les fins. Pourquoi faisons-nous ça? Entre les fins poursuivies et les facultés de l'être humain. Alors ici, moi, je ne me situe pas effectivement dans une ère post-humain. Je me situe dans l'ère où il y a encore besoin de chercher une commensurabilité entre technique et faculté humaine. Sans quoi, me semble-t-il, en suivant Ivan Illich, la technique humilie, asservie, défait l'homme au lieu de lui être bénéfique. Donc cette troisième voie de la chronodiversité, c'est la voie finalement pour retrouver la mesure, pour retrouver la proportion, pour retrouver le moment opportun aussi pour l'arrivée d'une technique. C'est finalement la voie fondamentalement de l'éthique. Voilà, bon, je m'arrête là pour ne pas prendre trop de temps.